Je m'appelle Graham Télé. Et le jour où Monica est partie pour Hawaï avec toute sa famille, je me tenais dans le hall de leur manoir de marbre et de verre, une valise à la main. L'air sentait encore la lotion à la noix de coco et le parfum hors de prix, le genre que Monica portait même pour faire ses courses. Elle est passée devant moi en sandales de créateur, le gloss sur les lèvres, les lunettes de soleil perchées sur sa tête comme une couronne. Tu n'as qu'une seule tâche, Graham. Le nourrir, lui donner ses médicaments et ne pas faire d'erreur. Sa mère, Céleste, flottait derrière elle dans une capitaine qui semblait avoir été filée de fil d'or, m'offrant un sourire pincé. Sois gentille, tu veux bien, roucoulatait-elle comme si j'étais l'aide-soignante et non le mari de Monica depuis 7 ans. Je ne répondis pas. Je hochai simplement la tête, car je savais maintenant que les mots étaient inutiles pour eux. Gérald, le père de Monica, me tapota l'épaule comme si j'étais un valet. Fais taire l'enfant et ne touche pas au thermostat. Ils sortirent tous en file indienne. Monica, ses parents, sa sœur Tessa avec son rire faux et ses vrais bijoux. Tout le monde était vêtu de couleurs vives, comme pour un casting pour une pub de luxe. La limousine démarra et je restai planté là une minute entière avant que le silence ne m'envahisse. Un vrai silence, un silence que je n'avais pas entendu dans cette maison depuis des mois. Juste moi et Drew. Drew était le neveu de Monica, 9 ans, muet, paralysé. Du moins, c'est ce qu'on m'avait dit. Il vivait dans une chambre sans lumière au bout du couloir, calé sur des oreillers, nourri à coups de seringues et d'aliments mous, toujours surveillé par quelqu'un d'autre, une infirmière, une nounou. Parfois, Monica elle-même, pour une séance photo sur les réseaux sociaux, écrivait en légende, n'importe quoi. Il ne parlait pas. Il ne bougeait pas. Et depuis que je suis là, il ne cligne jamais 2 fois des yeux dans la même direction. J'avais toujours pensé que c'était une maladie rare. Voilà ce qu'il disait. Une maladie neurodégénérative au nom long et imprononçable qui mettait les gens suffisamment mal à l'aise pour ne pas poser de questions. Mais 10 minutes après le départ de la limousine, le mensonge s'est effondré. Je suis entré dans sa chambre avec un plateau, du porridge, une brique de jus et ses médicaments du matin alignés dans une petite coupelle en porcelaine comme des bonbons. La pièce était silencieuse, sombre. Un léger bourdonnement provenait du purificateur d'air. Il fonctionnait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai frappé doucement, par habitude, et je suis entré. Dis donc, Drew. Le petit déjeuner. Je ne m'attendais pas à une réponse. J'ai posé le plateau sur la table de chevet, me suis retourné pour faire gonfler un des oreillers derrière lui, et c'est là que je l'ai vu. Il a bougé. Pas un tressaillement ni un spasme. Pas le genre de tic musculaire involontaire que j'avais déjà vu. Non, il s'est levé. Pas en tremblant, pas maladroitement. Il se tenait debout comme un enfant qui sait se servir de ses jambes. Puis il a marché. Il a traversé le tapis, dépassé le plateau, m'a dépassé et est entré directement dans la cuisine. J'étais encore bouche bée quand je l'ai suivi. Il a ouvert un placard, a pris une boîte de céréales et l'a posée sur le comptoir comme il le faisait tous les jours. Il me tournait le dos, ses mains tremblaient en versant. Puis, sans se retourner, il a murmuré, « Ils veulent mes 7 millions de dollars. » Je ne pouvais pas parler. Mon cerveau refusait de former une pensée, un mot, quoi que ce soit de cohérent. Je fixais cet enfant qui avait justifié tout ce qu'on m'avait dit. Puis il s'est lentement retourné et m'a regardé dans les yeux. À l'aide. 2 mots. 2 mots terrifiants, impossibles. Sa voix était comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des années. Ses mains tremblaient. Son regard a parcouru le couloir derrière moi comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un le défonce à tout moment. Ne leur dites pas que j'ai parlé, a-t-il dit. Ne leur dites pas que j'ai marché. Ils ont dit que si quelqu'un l'apprenait, il m'enfermerait à jamais. Sa voix s'est brisée sur le mot, pour toujours. Ce n'était pas le genre de drame dont les enfants se servent quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Non, c'était de la peur. Pure et crue. Je me suis assise, pas par choix. Mes jambes ont tout simplement lâché. Le tabouret près du comptoir m'a surprise alors que j'essayais de comprendre ce que je voyais. Drew, depuis combien de temps? Je me suis arrêté. Il a tressailli comme si la question était dangereuse. Depuis que j'ai 4 ans, a-t-il dit. Ils ont commencé à me mettre des trucs dans ma nourriture. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me fait dormir, ça me rend lent. Si j'arrête d'en prendre, je peux à nouveau bouger, réfléchir. Mais s'ils voient que je vais mieux,
Il s'interrompit, essoufflé. Sa petite poitrine se souleva et il eut l'impression d'avoir couru 1,5 kilomètre. Je n'étais pas censé te parler, mais tu as été gentil l'année dernière. Tu m'as apporté de la glace. Tu ne savais pas que je pouvais en manger, mais tu m'as laissé essayer. Je me suis souvenu de ce moment. Un mercredi au hasard. Je passais devant sa chambre et je me suis dit qu'il voudrait peut-être une cuillerée de vanille. Monica s'était moquée de moi pour ça. Il n'y sent même pas le goût, Graham. Mais je lui en avais quand même proposé, et il avait souri. J'ai cru que c'était un réflexe. Drew était assis en face de moi, mâchant des céréales comme si c'était son premier vrai repas depuis des années. J'ai regardé les médicaments sur le plateau. De petites pilules bleues et rouges que Céleste avait toujours dit être vitales pour son état. Il n'était pas malade. Pas vraiment. On le faisait taire. Sous sédatif, caché. Je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. J'aurais voulu appeler quelqu'un. La police, un médecin, un journaliste. Mais qui me croirait? J'étais le mari au foyer, celui qu'on avait taxé de mou pour avoir quitté un emploi dans la finance pour se consacrer à l'écriture indépendante. Celui que la famille de Monica considérait comme un bruit de fond. Mais à cet instant précis, je n'étais plus un bruit de fond. Je me suis penché en avant, baissant la voix. Je ne leur dirai rien. Promis. Mais on va arranger ça ensemble. Drew hocha la tête. Et pour la première fois, je l'ai vu. Pas le fantôme d'un garçon, pas un corps dans un lit. Un enfant, un vrai enfant, effrayé, brillant, abandonné avec un mensonge si convaincant qu'il m'avait même trompé. Et maintenant que je connaissais la vérité, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Au début, j'ai cru perdre la tête. Que peut-être la pression de Monica me laissant seule avec son neveu handicapé avait brisé quelque chose en moi. La voix de Drew était si faible, si rauque, j'avais presque l'impression que c'était un rêve. Mais lorsqu'il reprit la parole, plus clairement cette fois, plus pressant, je sus que je n'avais pas d'hallucination. Tu ne peux pas leur dire, murmura-t-il. Ses mains tremblaient autour de la boîte de céréales, encore à moitié pleine, posée sur le comptoir de la cuisine. Ils disent que si quelqu'un la prend, ils m'enfermeront loin. Quelque part avec des barreaux aux fenêtres, j'étais assis en face de lui à la table de la cuisine, encore sous le choc. Qui t'a dit ça, Drew, demandai-je en essayant de garder une voix calme. Il leva vers moi ses grands yeux marrons écarquillés et lourds. Tessa, dit-il doucement. Elle dit, si je ne me tais pas, si je ne fais pas le malade, ils m'enverront dans le repère des gamins malchanceux. Sa lèvre trembla, et pendant une seconde, je vis ce qu'il voulait que le monde voie. Un garçon fragile, sans voix, sans pouvoir. Mais il se redressa. Je ne voulais pas te mentir, dit-il. Mais j'ai dû faire semblant, même avec toi, parce qu'il surveille tout. C'est là que j'ai remarqué la façon dont ses yeux vacillaient. Pas seulement vers moi, mais vers les coins du plafond, les bouches d'aération, les prises de courant, le petit point noir près du réfrigérateur que j'avais toujours pris pour un détecteur de mouvement. J'ai suivi son regard jusqu'à la caméra du couloir qui clignotait toutes les 3 secondes. Il le surveillait en permanence. Je me suis penché en avant, à voix basse. Bon, commençons par le commencement. Plus de médicaments. On dira que tu les as pris, mais on les jettera. Ensuite, il faut s'assurer que personne ne voit cette conversation. Y a-t-il un endroit dans la maison sans caméra? Drew hésita, puis hocha la tête. Le placard à linge. Ils ne s'en sont jamais souciés. Trop petit pour que je tombe. On s'y est serré 10 minutes plus tard. Juste moi, Drew, une lampe de poche et le péché poussiéreux des draps lavande. Voilà, il m'a confié le premier secret. Un dossier épais et usé, les coins pliés et effilochés comme s'il avait été caché et récupéré des centaines de fois. Je l'ai rangé dans la ventilation derrière la tête de lit, dit-il. Il pense que je ne peux pas bouger. Il pensait que je ne regarderais jamais. À l'intérieur se trouvaient des documents incroyables. Des dossiers médicaux, des originaux, des notes manuscrites de neuropédiatres, de psychologues, de médecins généralistes. Les premiers montraient un enfant en parfaite santé, avec de bonnes capacités motrices et un fort développement verbal. Mais à 4 ans, la situation a changé. Somnolence accrue, possible régression. Envisager une évaluation à long terme, et puis sont arrivées les ordonnances, benzoazépine, barbiturique,
des médicaments qu'aucun enfant ne devrait prendre plus d'une journée, et encore moins 5 ans. Je me suis senti mal. Qui a signé ça? Ai-je demandé. Un médecin qu'ils ont payé. Drew a pointé du doigt le nom estampillé sur plusieurs des ordonnances. Dr Adam Kroll. Je ne l'ai pas reconnu, mais j'ai noté mentalement. C'est un faux, a dit Drew. Je veux dire, il existe, mais il travaille pour l'oncle Gérald. Il est payé en voiture et en voyage. Mon sang s'est glacé. J'ai ouvert l'enveloppe suivante, un journal intime, pas celui de Monica de Drew, un vrai, rempli de confessions désordonnées, cursives et datées. La plupart étaient du genre de divagation superficielle auquel j'étais habitué, plainte sur sa prothésiste angulaire, éloge pour un spa à Malibu. Mais quelques passages ont retenu mon attention. Le silence de Drew vaut des points de sympathie. J'ai pleuré à la collecte de fonds, et ils ont augmenté la dotation de $60 000. Tessa dit que les hommes le maintiennent docile. Dieu merci. Gérald a reparlé de l'héritage de Drew. J'aimerais qu'il le transfère déjà sur un compte familial. J'ai refermé le livre d'un coup sec, la poitrine en feu. Ce n'était pas de la négligence. Ce n'était pas un malentendu. C'était une stratégie. Ils avaient orchestré chaque aspect de son état, l'avaient drogué, étouffé, emprisonné émotionnellement, et avaient appelé cela parentalité, amour, attention. Et maintenant que je voyais la vérité, je ne pouvais plus la déconcerter. J'ai regardé Drew, assis, les jambes croisées sur une serviette pliée, clignant des yeux vers moi. Tu n'as jamais été malade, ai-je dit doucement. Ils t'ont rendu malade. Il a hoché la tête une fois. Ils avaient besoin de moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai même pas fait semblant. Je me suis assise près de la fenêtre du couloir, Drew endormi dans un nid douillet derrière moi. Le faux babyphone transmettait toujours le silence au serveur auquel il se connectait. Je regardais le jardin, au-delà de la piscine où Monica ne me laissait jamais nager, et je repensais à tous les jours où j'avais croisé Drew dans ce couloir, lui offrant des sourires creux et des conversations gênées, le pensant quelque part au loin dans ses pensées, mais il était là, coincé, à l'écoute, attendant que quelqu'un le voie. Au lever du soleil, j'avais un plan. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le début d'un plan. D'abord, tout sauvegarder. J'ai pris des photos de chaque document que Drew m'a donné, je les ai chiffrés et téléchargés dans un dossier cloud sous un nom que moi seul reconnaîtrais. Ensuite, j'ai réinitialisé mon téléphone aux paramètres d'usine et utilisé un vieux téléphone du tiroir pour suivre les fichiers. Deuxièmement, m'assurer que Drew reste fidèle à son personnage pour les caméras. Ça impliquait de simuler la routine. Au petit déjeuner, il s'est affalé sur sa chaise, la bouche légèrement ouverte, comme on le lui avait appris. J'ai veillé à ce que les médicaments soient jetés à la poubelle, enveloppés dans du papier absorbant. J'ai même fait un signe de tête à la caméra du couloir en disant « Tout va bien ». Comme d'habitude. Mais le plus important est arrivé plus tard dans la soirée, quand Drew m'a tendu la dernière pièce de sa collection. Une clé USB. Celle-ci contient la vidéo, a-t-il murmuré. Je l'ai glissée dans mon ordinateur portable, le cœur battant la chamade. Et puis je l'ai vu. Un film amateur. Drew, 3 ans, courait à travers un arroseur automatique du jardin, riait, parlait à la caméra. Regarde, maman, j'ai fait sensation. L'horodatage le prouvait. C'était 6 semaines avant le premier symptôme supposé. Monica était en arrière-plan, un verre de vin à la main. Gérald était assis au bord de la piscine. Tout le monde souriait. Pas de peur, pas d'inquiétude, juste un enfant normal et heureux avant les sédatifs, avant le mensonge. J'ai fermé l'ordinateur portable, fixé le mur et réalisé le poids de ce que nous portions. Ce n'était pas seulement un cas de maltraitance. C'était un plan, calculé, à long terme, ancré dans la cupidité. Il n'avait pas seulement ruiné l'enfance de Drew. Il l'avait effacée et vendue. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, c'était à moi de la reconstituer. Un dossier, un mensonge, une vérité volée à la fois. Je me suis assise au bord du lit de Drew, fixant le garçon qu'ils avaient tenté d'effacer. Son regard suivait le mien, calme et posé maintenant que les drogues avaient disparu de son organisme. Il était déjà différent, plus concentré, plus vif. Un vrai enfant émergeant du brouillard dans lequel il l'avait enfermé. Il avait dit des vérités que je n'étais pas prête à entendre. Des vérités qui auraient semblé insensées il y a quelques jours à peine, mais avec chaque détail murmuré,
chaque morceau de papier et chaque souvenir qu'il a dévoilé. L'histoire s'est déroulée comme une blessure enfin dépannée. Tout a commencé par un accident. Les grands-parents de Drew, les parents de Monica, Céleste et Gérald, disaient que la famille était maudite, que rien de bon ne leur était jamais facile. Mais Drew se souvenait d'autre chose. Ils sont morts quand j'avais 4 ans dans un accident de voiture. Je me souviens avoir crié, dit-il doucement, les mains jointes sur ses genoux. J'étais sur la banquette arrière. Sa voix tremblait. Les ambulanciers ont dit que je n'étais pas blessé. Mais après ça, tout a changé. Je l'ignorais. Je pensais que l'état de Drew était quelque chose de plus tardif. Une maladie qui s'installait lentement. Mais non, l'accident a été le tournant. Ses grands-parents sont morts et, dans leur testament, ils ont tout légué à Drew. Tout. Pas Monica. Pas Tessa. Pas même Blake. Le frère arrangé de Monica. Le père de Drew. Juste Drew. 7 millions de dollars. Enfermé dans une fiducie jusqu'à ses 21 ans. J'ai vu les documents de la fiducie moi-même. Légaux, notariés, à toute épreuve. Mais la famille se fichait de la paperasse. Elle se souciait du contrôle. Sa mère, Tessa, aurait dû être la première à le protéger. Au lieu de cela, elle a joué la victime, a raconté une histoire si déchirante que personne n'a pris la peine de la vérifier. Elle a beaucoup pleuré devant tout le monde. Drew a dit d'une petite voix. Elle a dit que j'avais un problème cérébral, que l'accident m'avait brisé. Elle a demandé une tutelle médicale, invoquant une régression neurologique post-traumatique, et a obtenu l'accord d'un médecin. Je ne savais même pas ce que cela signifiait, a admis Drew. Mais un jour, j'ai pu courir et parler. Le lendemain, ils m'ont fait m'allonger et ont commencé à me donner des smoothies. Des smoothies. C'est comme ça qu'ils faisaient. Des boissons mélangées remplies de poudre riche en calories, de compléments alimentaires et, à l'insu du public, de sédatifs. Gérald, le père de Monica, un magnate de l'immobilier qui se vantait d'avoir construit la moitié du skyline de la ville, était celui qui avait suggéré cela. Juste un peu de calme pour le pauvre garçon, avait-il dit à table, assez fort pour que je l'entende, il y a un an. Je pensais que c'était juste une blague. Une blague cruelle et déplacée de la part d'un homme qui ne savait pas parler doucement. Maintenant, je voyais ce que c'était, un plan. Gérald ne voulait pas d'un enfant guérisseur. Il voulait un enfant contrôlable. Céleste, la mère de Monica, jouait bien son rôle. En public, elle était une grand-mère endeuillée. En privé, elle appelait Drew son ticket pour une sympathie éternelle. Il m'a montré des captures d'écran du journal de Monica, des messages échangés entre elle et Céleste. Une phrase répétée sans cesse, gardez le doux. Gardez le calme. Gardez le malade. Céleste a exhibé Drew lors de collectes de fonds, de brunchs caritatifs, et même une fois dans une émission matinale sur les familles survivant à des maladies rares. La caméra ne s'attardait jamais plus d'une seconde sur le visage de Drew. Mais c'était là tout l'intérêt. Il était un décor, un triste arrière-plan pour la faire rayonner. Blake, le père de Drew, avait disparu avant l'accident. Personne ne parlait jamais de lui. Monica l'avait un jour traité de junkie qui s'était enfui avec un barman, mais la façon dont Drew avait baissé la voix quand je lui avais posé la question m'avait fait penser que l'histoire était plus compliquée. Je crois qu'ils l'ont effrayé, dit Drew doucement. Ils lui ont fait signer quelque chose. Je me souviens avoir crié. Beaucoup crié. Puis il est parti, et n'est jamais revenu. Monica, quant à elle, ne m'avait jamais semblé cruelle, juste indifférente. Elle traitait Drew comme un meuble, un objet décoratif, fragile. Ces 2 dernières années, je ne l'avais jamais vu lui adresser plus de quelques mots, et même ceux-ci étaient généralement mis en scène. Mais maintenant, je commençais à comprendre que l'indifférence était aussi une forme de cruauté. Celle qui laissait les autres faire le sale boulot pendant qu'elle en récoltait les fruits. Ils m'ont utilisé, murmura Drew ce soir-là, assis sur les marches du patio, hors de portée des caméras de la maison. Pas comme une personne, mais comme une raison. Une raison de récolter des dons. Une raison de demander des subventions. Une raison d'organiser d'élégantes collectes de fonds et de figurer dans les comités d'innovation médicale. Tessa s'était bâti une image personnelle entière autour de son rôle de mère célibataire courageuse d'un enfant muet en phase terminale. Gérald avait transformé la sympathie en levier immobilier, culpabilisant les urbanistes pour qu'ils lui accordent des permis spéciaux en échange du financement des soins de Drew.
Céleste était invitée à des cérémonies de remise de prix et fréquentait des célébrités qui admiraient sa résilience. Et Monica. Elle vivait simplement dans l'éclat de leurs mensonges, souriant sur chaque photo de famille comme si elle était digne d'une couverture de magazine. Ça m'a fait l'effet d'un coup de poing. La famille ne s'était pas contentée de cacher la santé de Drew. Elle s'en était nourrie. Elle avait construit un réseau de mensonges si complexe et si rentable. C'était devenu une entreprise familiale. Et Drew était l'actif, le produit, la poule aux œufs d'or. Mais plus maintenant. Je le regardais tandis qu'il repliait ses jambes sous lui sur le coussin d'extérieur, les mains serrées autour d'une tasse de chocolat chaud. Il était encore petit, toujours vulnérable. Mais il y avait quelque chose de fougueux dans son regard. Il avait passé 5 ans à faire semblant. 5 ans à avaler des pilules en silence. Mais à la seconde où il se leva et murmura « Aidez-moi, s'il vous plaît ». Tout changea. La cage se fissura. « On va tout brûler », dis-je. Avant même de réaliser que je parlais à voix haute, Drew cligna des yeux. Le mensonge. Tout. Il ne sourit pas. Il ne hocha pas la tête, mais il tendit la main et posa sa petite main sur la mienne. Un accord discret, un pacte. Cette nuit-là, alors qu'il s'endormait enfin, recroquevillé dans un vrai lit au lieu d'être calé comme une poupée sans vie, je restais éveillé et fixé le plafond. Je repensais au rire suffisant de Tessa, à la voix tonitruante de Gérald, aux larmes de crocodile de Céleste et au sourire méprisant de Monica. Ils pensaient avoir bâti quelque chose d'inébranlable, une histoire que personne ne remettrait jamais en question. Mais ils ont oublié quelque chose d'essentiel. Ils ont laissé la mauvaise personne derrière eux. Je me suis réveillé au son du cliquetis de la caméra du couloir. Ce léger bruit mécanique qu'elle faisait chaque fois que les détecteurs de mouvement détectaient quelque chose. Avant, je ne le remarquais jamais. Je pensais que c'était le système de ventilation ou la maison qui se tasse. Maintenant, je l'entendais partout. Ce n'était pas une maison. C'était une scène. Et Drew avait tenu le rôle principal d'un spectacle pour lequel il n'avait jamais auditionné. Je lui ai dit de ne pas sortir du lit ce matin-là. Non pas que je ne lui fasse pas confiance, si, mais parce que les caméras devaient continuer à croire à ce mensonge. Je lui ai apporté son petit déjeuner sur un plateau, comme toujours, je lui ai donné ses médicaments, sauf que maintenant, nous avions un système. Il faisait semblant d'avaler. Je l'ai glissé dans le creux du porte-serviette quand la caméra clignotait dans l'autre sens. Cette routine était notre camouflage. J'ai commencé à inspecter la maison, chaque centimètre carré, chaque bouche d'aération, chaque détecteur de fumée, chaque cadre photo bizarrement placé. Et je les ai trouvés. 2 petites caméras sténopées circulaires encastrées dans la moulure de la chambre de Drew. L'une était orientée vers le lit, l'autre vers la porte, bien en vue. J'ai dévissé la ventilation près de son placard et en ai trouvé une autre. Celle-ci n'était plus active, mais le câblage était toujours sous tension. Celui qui l'avait installé ne l'avait pas fait par ruse. Il s'attendait à ce que personne ne regarde. Personne ne l'avait jamais fait. J'ai vérifié le couloir. 3 autres caméras, une à chaque extrémité, une face à l'entrée de l'aile des invités. Puis dans la cuisine, une dans le plafonnier, une autre au-dessus de la hotte, et enfin, cachée derrière une plante décorative près du coin repas, j'en ai repéré une 3e, une caméra de surveillance conçue pour ressembler à une feuille décorative. Elle n'était pas connectée au système de sécurité. Elle enregistrait séparément, probablement en boucle sur un serveur privé. J'en ai pris une photo. Je l'ai envoyée à mon ami Miles Donovan, la seule personne en qui j'avais confiance pour comprendre ce que cela signifiait. Mon Dieu, a-t-il répondu. Ce n'est pas de la sécurité. C'est de la surveillance. Miles était désormais avocat spécialisé en droit de la famille, quelqu'un qui passait ses journées à protéger les enfants de ce genre d'abus silencieux. Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'1 an. Mais quand je l'ai appelé pour lui raconter ce qui se passait, je l'ai presque entendu se lever de son bureau. Ce n'est pas une surveillance médicale, Graham. C'est une fraude systémique. Si la confiance de ce garçon est utilisée à leur avantage pendant qu'il le drogue activement pour le faire paraître inapte, ce n'est pas seulement de la maltraitance, c'est un crime. Avez-vous des preuves? J'ai des documents, une vidéo, le journal des ordonnances, les entrées du journal de Monica, le vrai dossier médical de Drew. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Alors, il faut faire les choses dans les règles, a-t-il dit. Chaque dossier,
chaque enregistrement, obtenez des copies numériques. Assurez-vous que les originaux soient conservés. Sauvegardez tout sur un disque sécurisé. Trouvez un témoin si possible. Quelqu'un sans lien de parenté. Et s'ils reviennent plus tôt? Ai-je demandé. Puis vous gagnez du temps. Vous souriez. Vous faites comme si rien n'avait changé. Mais ne leur donnez rien. Il n'y a qu'une seule raison de soupçonner que Drew est réveillé. On n'a pas le droit à une seconde chance. Après avoir raccroché, je suis allé voir Drew et je lui ai montré les photos. Son visage n'a même pas bronché. Je savais pour ces deux-là, a-t-il dit en désignant ceux de sa chambre. Celui de la cuisine, je ne le connaissais pas. Il a marqué une pause. Et s'ils découvrent que je vais mieux? Ils ne le feront pas, ai-je dit. Pas encore. Cet après-midi-là, nous avons commencé à nous entraîner à communiquer sans parler. Nous avons mis au point un système, des doigts tapotants sur les tables, des mains serrées sous les couvertures, des clignotements réguliers. J'ai commandé un petit tableau blanc sur Amazon et je l'ai fait livrer dans la boîte aux lettres de la maison d'hôte pour éviter tout soupçon. Le soir, Drew avait écrit sa première phrase complète dessus. J'aime les spaghettis sans champignons. Ce soir-là, en préparant le dîner, j'ai pris soin de ne pas mettre de champignons dans son assiette. Il a souri comme un enfant qu'on n'avait pas entendu depuis des années. Mais les caméras clignotaient toujours et je ne voulais pas les risquer. J'ai surpris son rire, alors on a joué la carte de l'intelligence. J'ai réinstallé l'application Babyphone sur l'iPad de Monica et je lui ai fait diffuser des images préenregistrées de Drew, immobile dans son lit. Un flux en boucle, monté à partir d'anciennes vidéos trouvées dans le cloud. L'horodatage aurait l'air suffisamment actuel pour la tromper, du moins pour l'instant. J'ai effacé mon historique de recherche toutes les 2 ou 3 heures, j'ai laissé mon téléphone en mode avion quand je ne télécharguais pas de preuves, et j'ai utilisé un dossier crypté intitulé « Recettes » pour stocker tout ce que Miles m'a demandé de rassembler. Au 3e jour, la personnalité de Drew avait percé à jour comme la lumière du soleil. Il était drôle, brillant, sarcastique comme seuls les enfants intelligents peuvent l'être. Il a fait une blague sur les implants capillaires de Gérald qui m'a presque fait recracher mon café. Et il lisait vite. Il a dévoré 2 livres que j'avais apportés du bureau, soulignant les mots qu'il ne connaissait pas et écrivant des questions dans les marges. Il n'était pas seulement en bonne santé. Il était doué. Mais tout cela devait rester caché. Alors j'ai commencé à jouer pour les caméras aussi. Des scènes mises en scène où je lui donnais de la soupe à la petite cuillère, lui frottais les tempes avec un linge humide, soupirait de fatigue feinte en le ramenant au lit. Je me livrais à des monologues sur son calme, son obéissance, et sur le fait que le pauvre petit Drew ne guérissait jamais. Chaque mensonge que je proférais me semblait empoisonné, mais chacun nous faisait gagner du temps. Un soir, Drew m'a montré une nouvelle cachette. Dans une vieille boîte à énigmes dans le placard, sous un double fond, se trouvaient des clés USB étiquetées d'une écriture tremblante, des preuves vidéo, des emails, des appels de Blake, et une simplement étiquetée « Papa ». La dernière m'a coupé le souffle. « C'est ton père ?» Drew a hoché la tête. Avant qu'il ne le fasse partir, j'ai cliqué dessus. Le fichier était un enregistrement de message vocal. La voix de Blake était basse, presque pâteuse, comme s'il chuchotait au téléphone en secret. J'ai signé, Tessa. Mais ce n'est pas bien. Tu ne peux pas le droguer. Tu ne peux pas faire semblant. C'est un enfant. Pour l'amour du ciel, c'est notre enfant. Si tu ne t'arrêtes pas, j'irai voir la presse. Je te jure. Puis le message s'est coupé. J'ai regardé Drew. C'était quand? Juste avant son départ. Je ne l'ai plus jamais revu. J'ai sauvegardé ce fichier à 3 endroits différents et j'ai envoyé une copie par email à Miles avec l'objet. C'est le premier domino. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Pas avec le poids de ce que nous découvrions. Pas avec le souvenir des yeux de Drew, écarquillés, pleins d'espoir, terrifiés, qui me fixaient après que je lui ai dit que nous avions un plan. Je me suis assise dans le couloir juste devant sa porte, les jambes allongées, faisant semblant de faire défiler les images de mon téléphone. L'appareil photo a clignoté à nouveau, et j'ai souri. Toujours silencieux, ai-je murmuré. Toujours en suivant les règles. Mais à l'intérieur, tout était en train de changer, et il n'en avait aucune idée. J'ai attendu minuit passé pour passer l'appel. La maison était silencieuse, enveloppée de ce silence tendu que seuls les grands espaces vides peuvent contenir.
Drew dormait ou faisait semblant de l'être sous les couvertures de la chambre d'amis, car c'était la seule pièce où nous. Je n'avais pas vu de caméra. J'ai vérifié la boucle de surveillance pour bébé sur la tablette de Monica, puis j'ai sorti le téléphone de secours que Miles m'avait dit d'utiliser. Un vieux brûleur que je n'avais pas touché depuis la fac. Je me suis assis au bord de la baignoire, porte verrouillée, ventilateur en marche pour faire du bruit blanc. Mon pouce a plané sur son nom. Miles Donovan. Autrefois mon colocataire à la fac, aujourd'hui associé principal dans un cabinet spécialisé dans le droit de la famille et les litiges fiduciaires. S'il y avait bien quelqu'un en qui j'avais confiance pour m'aider dans un truc aussi fou, c'était bien lui. Lorsqu'il a décroché, sa voix était groggy mais alerte. « Dis-lui que tu vas bien ? » ?»« Non, j'ai dit que tu devais écouter attentivement. Je suis dans la villa des parents de Monica. Ils sont partis pour Hawaï il y a 4 jours et m'ont laissé avec son neveu, Drew. Oui, je me souviens que tu l'avais mentionné une fois. Un enfant malade, non ? Il n'est pas malade. Il y a eu un silence. Non pas parce qu'il ne comprenait pas, mais parce qu'il comprenait. Répétez. Drew s'est levé 10 minutes après leur départ. Il a marché, parlé, rassasié. Phrase cohérente, mort de peur. Mon Dieu, murmura-t-il. Ils ont dit au tribunal qu'il était muet et immobile. J'ai examiné le dossier de tutelle lorsque Tessa a déposé la plainte. C'était indémontrable. Qu'est-ce que vous dites ? Je dis qu'il le drogue depuis des années. Depuis qu'il a 4 ans. Depuis l'accident qui a tué ses grands-parents. J'ai des preuves. Vidéos. Journaux intimes. Vieux dossiers médicaux. Un message vocal de son père. Drew a tout caché. Une autre pause. Plus longue cette fois. Ce n'est pas seulement de la maltraitance infantile. Graham. C'est une fraude de type RICO. Abus de confiance. Manipulation médicale. Si c'est vrai, on parle de poursuite fédérale. Vous avez toujours accès au réseau de la maison. Oui, des caméras dans chaque pièce, sauf dans le placard à linge et dans quelques angles morts. On utilise des signes de la main et l'écriture pour communiquer quand on est près des caméras. J'ai arrêté de lui donner ses médicaments. Il lit, parle, rit. Ce gamin est brillant. Ils l'ont enterré vivant pendant 5 ans. Êtes-vous en sécurité pour l'instant ? Mais s'il revient tôt, ils ne reviendront pas, dit-il en me coupant la parole. La voix crispée. Maintenant, ils sont sur un yacht de location au départ d'Oahu. Je peux suivre les journaux du port. Mais Graham, si tu es sérieux, il faut qu'on fasse les choses correctement. Chaîne de possession pour tous les fichiers. Sauvegarde sécurisée. Métadonnées horodatées. Je t'enverrai un dossier sécurisé pour tout y déposer. Une fois catalogué, je contacterai les services sociaux et le procureur. J'ai déjà des photos de tout. Les originaux sont toujours là. Drew a trouvé des clés USB cachées dans des boîtes à énigmes. Vince, une fausse reliure de livres à la bibliothèque. Il documente tout ça depuis des années. Un garçon intelligent. Trop intelligent pour la vie qu'on lui a imposée. Miles se tut à nouveau. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était mesurée. Bon, voilà le plan. Cache les médicaments, mais ne les jette pas. On en aura besoin comme preuve. Photographie chaque lot de pilules. Filme ton administration. Fais comme si tu suivais les instructions. Garde. Drew joue le rôle quand les caméras sont en direct. Et sauvegarde tout 2 fois. Compris. Je vais rédiger une demande de tutelle d'urgence. Une fois soumise, elle déclenchera un contrôle automatique des aides sociales, mais j'ai besoin de 48 heures pour constituer le dossier. Peux-tu patienter jusque-là ? Je veillerai à ce qu'il soit en sécurité. Et Graham, oui, tu te rends compte que ça fait de toi une cible, non ? Si la famille découvre ce que tu fais avant que l'État n'intervienne, je suis déjà dans le coup. Pas de retour en arrière possible. Il soupira. Alors ne cligne pas des yeux, car s'ils ont la moindre idée de ce qui se passe, ils feront ce qu'ils ont toujours fait, contrôler l'histoire avant que la vérité ne puisse respirer. Quand j'ai raccroché, ma main tremblait. Non pas de peur, mais de savoir que l'aide allait enfin arriver, mais que cela n'aurait d'importance que si je pouvais protéger Drew assez longtemps pour qu'il puisse en bénéficier. Le lendemain matin, j'ai fait ma meilleure performance.
Je suis passé devant le couloir, caméra en main, en bâillant, portant le plateau de nourriture et de médicaments, comme Monica me l'avait dit. J'ai frappé. J'ai frappé à la porte de Drew comme s'il était toujours inconscient et j'ai passé 20 minutes entières à le nourrir en murmurant à voix basse. Il nous croit pour l'instant, mais on a 2 jours. On peut y arriver. Drew hocha la tête, le tableau blanc déjà sur ses genoux. Il griffonna, je peux regarder la télé? Je n'ai jamais pu choisir la chaîne. Ça m'a frappé plus fort que prévu. Plus tard dans l'après-midi, je lui ai montré comment utiliser la télé de la chambre d'amis. Je l'ai laissé parcourir la section enfants des applications de streaming. Et quand il a trouvé un vieux dessin animé sur les dinosaures dont il se souvenait, datant d'avant la drogue, il a souri comme s'il venait de trouver un trésor. Il a ri, un vrai rire. Je ne l'avais jamais entendu parler de ce son. C'était léger, grinçant sur les bords, mais bien réel. Mais même si ce moment réchauffait la pièce, je n'ai pas oublié la surveillance. Je n'ai pas oublié qu'un seul mauvais coup d'œil à la mauvaise caméra pouvait tout faire capoter. Ce soir-là, Jim m'a fait une autre surprise. Un carnet, des pages manuscrites et des lettres au crayon, d'abord tremblantes, puis plus stables, son journal intime. À l'intérieur se trouvaient des passages datant d'il y a 4 ans. On m'avait dit que si je criais, je ne reverrais plus mon fils. Tessa dit que j'ai trop de chance. J'ai plus d'argent qu'elle n'en gagnera jamais. Mais elle continue à s'en servir pour acheter des choses. N'est-ce pas du vol? Je me souviens de la voix de papa. Je crois que oui. Je ne sais pas ce que je dirais s'il revenait. J'ai lu jusqu'à ce que ma vue se brouille. Puis j'ai soigneusement rangé le carnet dans ma valise verrouillée avec les clés USB et les fichiers imprimés. Ma vie avait été bien des choses. Frustrante, silencieuse, chaotique, mais elle n'avait jamais été aussi importante. Maintenant, il s'agissait de m'assurer que ce gamin retrouve sa vie. Le lendemain matin, Monica m'a appelé sur FaceTime. J'ai pris l'appel dans la cuisine, posant le téléphone sur un support où l'arrière-plan ne montrait rien d'anormal. « Comment va mon garçon ?» a-t-elle demandé, faussement sucrée. Derrière elle, l'océan scintillait et quelqu'un versait du champagne dans une flûte. « Calme, dis-je. N'a pas mangé beaucoup aujourd'hui. Je lui ai donné les médicaments, mais il semblait groggy. Bien, dit-elle trop rapidement. Cela signifie qu'il fonctionne. J'ai gardé mon visage neutre. Il est stable. Tout est normal. Elle se pencha vers la caméra, baissant légèrement sa voix. Assurez-vous qu'il reste ainsi. Mes parents deviennent nerveux quand il est trop alerte. Ils disent qu'il tressaillit trop. Les gens font poser des questions. Oh, ne t'inquiète pas, dis-je, mon sourire rasoir mince. Personne ne demande rien. Lorsque j'ai terminé l'appel, j'ai vérifié le dossier cloud. Miles avait téléchargé un nouveau doc, un modèle d'affidavit. Ma déclaration, assermentée, horodato, contraignante légalement. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à écrire parce que cette fois, l'histoire ne serait pas à la leur. J'ai essayé de l'élever doucement. Je me suis dit qu'il était temps, que Monica ne connaissait peut-être pas toute la vérité, qu'elle venait d'être balayée dans la version familiale des choses. Je voulais croire que parce que l'alternative était plus sombre que je ne pouvais admettre à haute voix que la femme que j'ai épousée, la femme avec laquelle je rêvais autrefois, Harry, sacrifiée, avait été complice de séduire et de faire taire un enfant à profit. Alors, je l'appelle à nouveau FaceTime. Midi, je me suis assuré que Drew était en sécurité, niché dans la chambre d'amis, en regardant des dessins animés à faible volume, un tableau blanc à la main au cas où il aurait besoin d'attirer mon attention. J'ai incliné le téléphone pour que l'arrière-plan montre la chambre de Drew, sombre et calme, et je me suis assis à côté du plateau de soupe et de pilules intactes. Elle a ramassé le 2e anneau, des lunettes de soleil, un chapeau de plage, le son d'un ukulélé jouant doucement en arrière-plan. Et bébé gazouilla-t-elle. Comment va notre petit fantôme? Mon estomac s'est tourné vers la façon dont elle l'a dit. Pas avec affection, avec détachement, comme s'il était un animal de compagnie exotique qu'elle a vérifié par obligation. Il est toujours calme, dis-je attentivement. Toujours faible. Mais Monica, j'ai pensé. Oh non, elle a ri. C'est dangereux. J'ai souri, mais ça n'a pas atteint mes yeux. Je me suis juste demandé si peut-être Drew. Sa tête inclina légèrement, les lèvres pincées. Surévuré? Graham, allez. Nous l'avons eu sur ce régime depuis des années.
Cela l'empêche de se blesser. Vous savez ce qui s'est passé lorsque Tessa a sauté une dose il y a 2 ans. Il a commencé à se gratter le cou. Ou peut-être, dis-je lentement. Il essayait de communiquer. Peut-être qu'il n'est pas aussi incapable que nous le pensons. C'est à ce moment-là que son visage a changé. La chaleur s'est épuisée. Le sourire se figea et sa voix tomba d'un cran. Restez dans votre voie. Elle l'a dit avec une telle précision qu'elle avait été répétée. Quelle voix est-ce exactement? J'ai demandé. Celui où je hoche la tête pendant qu'un enfant en bonne santé et des sédatifs à la cuillère. Celui où je prétends que cette maison n'est pas câblée avec des caméras et des microphones tandis que Drew est pompé de médicaments, donc personne ne se demande où l'argent de la fiducie va. Sa mâchoire se resserra. Vous ressemblez à une de ces personnes. Les idiots d'Internet qui pensent que les hommes de TDAH sont un complot gouvernemental. Monica, je suis sérieux. Quelque chose ne va pas ici. Sa bouche s'enroula dans ce sourire narquois qu'elle portait quand elle se sentait supérieure. Comme quand j'ai oublié l'anniversaire de Gérald ou quand je lui ai dit que je voulais suspendre ma carrière pour écrire à plein temps. Graham, ce n'est pas votre projet. Ce n'est pas ta croisade. Et ce n'est certainement pas votre fils. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je commence à penser que je le fais. Elle rit, pas de l'humour, mais l'incrédulité. Qu'est-ce que tu es soudainement père de l'année? Vous ne pouviez même pas gérer le babysitting de votre propre nièce sans appeler votre sœur dans la panique quand elle a eu de la fièvre. J'ai serré le téléphone plus serré. Ce n'est pas pour moi. Il s'agit de Drew. Et si vous me dites que vous ne savez pas ce qui se passe, dites-moi maintenant. Dites-moi que vous ne saviez pas. Elle s'arrêta juste pour un battement. Et cette pause m'a tout dit. Elle détourna les yeux, retira ses lunettes de soleil et soupira. Graham, vous vous êtes marié dans une famille puissante. Tu le savais. Vous en avez profité. Vous pensez que votre nom vous a fait entrer dans les chambres? Votre CV était décent, mais le nom Monroe a ouvert des portes que vous ne pouviez même pas voir. Je n'ai jamais demandé leur faveur. Tu n'as pas eu à le faire, a-t-elle cassé. Vous pensez que Drew Trust Fund ne paie que ses soins? D'où pensez-vous que les dons viennent? Le gala invite, les subventions correspondantes. Vous pensez que les gens remettent 6 chiffres par pitié seuls? J'avais l'impression d'avoir été giflé. Donc, vous admettez qu'il ne s'agit pas du tout de Drew. Il s'agit de ce que Drew représente. Elle a agité sa main avec dédain. Ne le tournez pas dans une histoire d'origine méchante. Le monde fonctionne sur l'effet de levier. Drew Trust a permis à la famille de créer plus facilement un filet de sécurité. Vous avez vu à quel point les développements de Gérald redonnent. Charité, aile de l'hôpital. Vous agissez. Comme si c'était un braquage. Ce n'est pas le cas. C'est la maintenance. Entretien d'un écosystème, dit-elle, se penchant en avant. Une construite soigneusement au fil des ans. Avez-vous une idée du nombre d'yeux sur cet argent? Combien de chaînes y sont liées? J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas tout à la fois. Comme un miroir qui ne se brise pas complètement, mais Spidero est mince et large et impossible à ignorer. Tu es dessus, dis-je. Vous avez toujours connu. Elle ne l'a pas nié. Elle se pencha juste en arrière sur sa chaise, sirotant sa boisson à travers une paille en métal. Je sais ce qui est le mieux pour lui, a-t-elle dit. Nous le faisons tous. Il est en sécurité. C'est ce qui compte. Non, Monica, dis-je. Il n'est pas en sécurité. Il est emprisonné par les gens qui étaient censés l'aimer. Elle roula des yeux. Ne soyez pas dramatique. Il ne connaît pas la différence. Il le fait. J'ai cassé. Il se souvient de tout. Le crash. Son père court, parlant. Ils ne l'ont pas effacé, Monica. Ils l'ont enterré, mais il est toujours là. Son visage a de nouveau changé. Quelque chose de sombre, calculatif. Vous devenez émotif, a-t-elle dit. Ce qui signifie que vous êtes sur le point de faire quelque chose de stupide. Permettez-moi de vous donner un conseil. N'essayez pas de jouer au héros. Vous perdrez. Et avec cela, elle a mis fin à l'appel. Je me suis assis là pendant longtemps après que l'écran soit devenu noir, ma main tremblante, ma poitrine serrée. Pas parce que j'avais perdu mon sang-froid, mais parce que je ne l'avais pas fait.
Parce que je l'ai vu clairement maintenant, peut-être pour la première fois. La distance entre la femme que j'ai épousée et celle à laquelle je viens de parler était si large. Je n'étais pas sûr que cela ait jamais été un écart purgeable. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait rage. Je me suis levé. Je me suis rendu à la chambre d'amis. Drew leva les yeux de son tableau blanc, vit mon visage et était immédiatement assis plus droit. Je me suis assis à côté de lui et j'ai chuchoté, elle est là-dessus. Il hocha lentement la tête, pas sous le choc. En reconnaissance, je ne la défendrai plus, dis-je. Nous avons fini de faire semblant. Il a essuyé le tableau propre, puis a écrit. Et maintenant? Maintenant nous nous battons. Parce que Monica avait choisi son côté et je venais de choisir le mien. La lettre a été cachée derrière le soutien d'une photo encadrée dans l'ancien bureau de Gérald. Celui de lui tenant un verre écossais avec un coucher de soleil flambant derrière lui, souriant comme s'il possédait non seulement la vue, mais le soleil lui-même. Drew et moi avions commencé à vérifier chaque crevasse de la maison cet après-midi-là, rechercher des endroits seulement un enfant désespéré pour une vérité aurait pu oser cacher des choses. Le cadre n'était même pas du verre. C'était de l'acrylique, plus léger, plus facile pour un enfant de 9 ans. Derrière cela, plié avec soin, se trouvait la lettre. Drew se tenait à côté de moi, silencieux mais préparé. Il savait ce que c'était avant même de l'ouvrir. L'écriture était élégante et inclinée, ancrée en bleu profond. À notre petit-fils, Drew, à l'occasion de notre décès, cela a commencé. Mon souffle a pris. Nous espérons que cela vous trouvera lorsque vous êtes plus âgé, plus sage et prêt. Nous avons mis de côté un héritage pour vous. 7 millions dans une fiducie sûre, libérée à votre mère pour les soins et la distribution jusqu'à votre 21e anniversaire. Cependant, cette confiance n'est que le début. Drewand a serré le bord du bureau. J'ai continué à lire, ma voix silencieuse mais stable. Nous avons également pris des dispositions pour un ensemble d'héritages secondaires pour libérer votre 21e anniversaire, mais seulement si vous effectuez une évaluation cognitive administrée par un évaluateur indépendant. Le montant est de 35 millions de dollars. C'est notre héritage pour vous, notre foi dans votre esprit, dans votre esprit. Nous savons que vous nous rendez fiers. Le papier tremblait entre mes mains. Drew s'est lentement assis sur le sol comme si ses jambes ne pouvaient plus le tenir. Il ne parlait pas. Il n'a pas clignoté. Il s'est juste assis en regardant rien. Le silence entre nous s'est épaissi comme du ciment. 35 millions, dis-je doucement. Jésus, Drew. C'est pourquoi ils font cela. C'est pourquoi ils ont essayé de s'assurer que vous ne pouvez jamais passer un examen cognitif. Ils essaient de vous piéger dans une incompétence permanente. Sa voix quand il est venu était brute. Ils ne veulent pas que je grandisse. Je suis tombé à genoux à côté de lui, le cœur battant. Ils ont peur de ce dont vous vous souviendrez, de qui vous deviendrez. Donc, ils ont construit un monde qui vous dit que vous êtes brisé. Si vous êtes déclaré mentalement inapte au moment où vous avez 18 ans, cela devient permanent. Plus d'évaluation, plus de risques. Il me regarda, les yeux vitreux. Je savais qu'il y avait plus. Je ne savais pas quoi. J'ai hoché la tête. Et maintenant nous le faisons. C'est le vrai plan. Les pilules, les caméras, les soins. Ce n'est pas une question de sécurité. C'est le sabotage. Ils ont organisé votre déclin pour vous disqualifier légalement avant de pouvoir tout hériter. Il a laissé échapper un son qui n'était pas tout à fait un rire ou un sanglot, juste une libération de pression, une petite bouffée de chagrin tremblante enveloppée de soulagement. Ils ont dit que j'avais de la chance, murmura-t-il, d'avoir tellement d'argent. Pour être protégé, ils ont dit que je les devais pour être né. Ils vous ont fait sentir que votre survie était morte, dis-je, mon poing est serré. Mais Drew, vous étiez censé hériter de la liberté, et ils l'ont transformé en prison. Nous nous sommes assis en silence pendant un certain temps. La lettre se propage entre nous. Le soleil couchant a divulgué de l'orange et du violet à travers la pièce, transformant les mots en ombre. Il y avait quelque chose de sacré dans cette lettre, une promesse faite par des gens qui étaient partis trop tôt, dont l'amour avait été détourné par les vivants. Et je savais sans aucun doute ce qu'il voudrait que je fasse maintenant. Le protéger. Pas seulement jusqu'en dimanche, pas seulement avant l'intervention du tribunal, mais jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans cette salle d'évaluation un jour et leur prouver le mal. Nous avons déménagé rapidement après cela. Drew a récupéré plus de fichiers qu'il avait cachés,
y compris un plan d'évaluation étiqueté, qui avait été imprimé par Gérald il y a 2 ans. À l'intérieur se trouvait une chronologie méticuleusement détaillée. 10 ans, commencer à augmenter la dose de 10%. Commencer la transition du médecin. 13 ans, commencer à introduire la documentation de régression. Incident d'étape d'incohérence. 17 ans, soumettre une demande officielle d'incompétence permanente. 18 ans, revue du tribunal et finalisation. Résultat. Contrôle administratif de la famille complète sur les fonds Dreux jusqu'à la mort. Ils l'ont écrit comme un mémo d'entreprise, comme s'il n'était même pas une personne, juste une stratégie d'investissement. J'ai tout scanné, je l'ai téléchargé dans le dossier cloud crypté que Miles m'avait donné, étiqueté chaque fichier avec des balises précises. J'ai pris des captures d'écran, j'ai imprimé des redondances, j'ai brûlé une copie sur une clé USB physique et je l'ai stockée dans la muqueuse de ma valise. Je ne prenais aucune chance. Et Drew, il n'a plus tressailli. Il a aidé à organiser les fichiers, à lire des documents, à poser des questions nettes. Qu'est-ce qu'une tutelle ? A-t-il demandé à un moment donné. C'est quand un tribunal donne à quelqu'un le contrôle de votre vie. J'ai expliqué vos décisions, votre corps, votre argent. Et ils veulent ça pour moi. Ils veulent que ce soit signé avant de savoir que cela se produit même. Il hocha la tête une fois. Alors nous ne les laissons pas. Cette nuit-là, nous avons fait des spaghettis, de la vraie nourriture, pas de poudre, pas de suppléments, pas de drogue, juste de l'ail, des tomates, des nouilles et 2 personnes qui reprennent un moment qu'ils n'auraient jamais pensé avoir. Drew m'a raconté des histoires dont il se souvenait. Les petits faisant du vélo dans une allée, éclaboussant dans une baignoire avec trop de bulles. Son père le soulevant dans une piscine d'hôtel tandis que sa mère buvait quelque chose d'orange d'une noix de coco. Il n'était pas mal, tu sais, dit-il soudainement. Mon père, je ne crois pas qu'il l'était. Ils l'ont fait partir. Ils m'ont dit qu'il ne m'aimait pas, mais il l'a fait. Je sais qu'il l'a fait. Peut-être qu'un jour nous pouvons le trouver. Il n'a rien dit, mais l'espoir dans ses yeux était suffisamment répandu. Après le dîner, je lui ai lu un chapitre d'un livre que j'ai trouvé dans la bibliothèque de Gérald. Drew a corrigé ma prononciation 2 fois et j'ai ri quand j'ai gâché un mot français. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à somnoler au milieu de la phrase que j'ai fermé le livre et que je l'ai regardé dormir. Et pour la première fois depuis le début de tout cela, j'avais l'impression que nous pourrions réellement passer. Mais je savais aussi maintenant plus que jamais que nous nous tenions au bord d'une tempête parce que 35 millions de dollars changent les gens, changent les familles, changent les règles de ce que les gens sont prêts à faire pour protéger le pouvoir. Il ne voulait pas simplement garder Drew silencieux. Il voulait le garder méconnaissable pour toujours. Et maintenant qu'il se réveillait, redevenant lui-même, il ferait tout ce qu'il fallait pour le fermer. Mais j'avais vu le plan. J'avais vu la chronologie. Et j'allais réécrire chaque putain de ligne. Il était 2h11 lorsque j'ai entendu la porte d'entrée cliquer. Pas de claquement, pas de ruisseau, de clic, de doux, mesuré, comme quelqu'un qui essaie de ne pas réveiller les morts. Mais je ne dormais pas. Je n'avais pas dormi du tout. Pas depuis que nous avons trouvé la lettre sur l'héritage secondaire. J'avais été dans la tanière à regarder le Hallway Monitor feed et à revoir les sauvegardes vidéo. Les yeux lourds, alerte cardiaque. Le clic doux m'a fait m'asseoir droit. J'ai poigné la tablette et je me suis tenu sans même respirer. Et puis je l'ai entendu. Roue. Le rouleau de roue de valise sur les carreaux. Drew était déjà éveillé. Je n'avais pas à dire un mot. Il s'assit sur le canapé dans la chambre d'amis, les yeux écarquillés, le corps tendu. Je me bouscule le mot. Il hocha la tête. J'ai pressé un doigt vers mes lèvres. Motion pour lui de s'allonger. Il tomba à plat sur le canapé, tira la couverture de lancer sur lui et tourna la tête vers le mur. J'ai attrapé la tablette de moniteur pour bébé et je suis passé à la boucle préenregistrée. Drew, silencieux et s'effondrait dans le lit, et s'est assuré que le volume était éteint avant de le glisser sur la table de nuit par sa chambre habituelle. Puis j'ai bougé. Les pas résonnaient maintenant, des talons par leur son, une valise qui se heurte à un mur. Des voix étouffées, trop d'entre elles pour cette période de la nuit. J'ai entendu le murmure vif de Monica, où est le putain de chargeur ? Et le murmure de classement de Céleste, pourquoi n'avez-vous pas appelé à l'avance ? Le grognement plus profond de Gérald a suivi. Je vous ai dit que quelque chose ne se sentait pas. Je suis entré dans le couloir et j'ai arrêté. Puis Monica est apparue au coin de la rue.
Ses yeux ont atterri sur moi comme si elle attendait le moment toute la semaine. Pas de sourire, pas de vague, juste des soupçons. « Pourquoi es-tu debout ?» elle a demandé. Je lui ai donné la même expression vide que j'ai utilisée en faisant semblant de profiter de leurs brunchs familiaux. Je ne pouvais pas dormir. Storm m'a tenu debout. Il n'y a pas de tempête. Alors c'est peut-être ma conscience, marmonnai-je. Elle plissa les yeux. Où est Drew? Un sommeil dans sa chambre. Où serait-il autrement? Elle n'a pas répondu. Elle est juste passée devant moi, a laissé tomber ses bagages de créateur dans le couloir avec un bruit sourd et s'est dirigée directement vers la chambre de Drew. J'ai suivi lentement, gardant ma respiration même. Elle a craqué la porte, un coup d'œil. Off. Je suis resté derrière elle. Il a été silencieux toute la semaine comme vous l'avez demandé. Elle ne s'est pas retournée. Peut-être trop calme. Derrière nous, le reste de la maison avait pris vie. La voix de Tessa résonna de la cuisine. Quelque chose sur le vin qui n'est pas réfrigéré. Gérald grommela sur son bureau et si les caméras avaient été mises à jour. Les talons célestes ont cliqué sur le sol comme un métronome. Pourquoi es-tu vraiment de retour? J'ai demandé. Monica a tourné. Ensuite, notre vol a changé. Le système Storm nous a relâchés. Et Gérald a obtenu une alerte du réseau que l'une des caméras de Drew's Room a été hors ligne pendant 8 minutes hier. J'ai avalé. Ça a dû être le hockey Internet. Nous avions des lumières vacillantes. Elle m'a regardé pendant un long moment, puis a dit catégoriquement, « Vous n'êtes pas doué pour mentir, Graham. Vous n'êtes pas doué pour cacher la cruauté. » Cela l'a arrêté. Un éclair de quelque chose dans ses yeux, sa culpabilité ou sa colère, ou peut-être le plus bref scintillement de honte, mais il est passé. Elle est sortie de la chambre de Drew, fermant la porte avec soin. Si je découvre que vous avez fait quelque chose, falsifié de ses médicaments, a changé son horaire. Je m'assurerai que vous le regrettez. Vous voulez dire comme me verrouiller du fonds en fiducie? Révoquer mon accès aux comptes familiaux? S'il vous plaît, Monica, vous avez déjà fait ça. Il s'avère que je vais bien sans de l'argent du sang. Elle n'a pas répondu. Je viens de s'éloigner, des talons en cliquant. Mais je savais qu'elle n'était pas le seul problème. Maintenant. Ils étaient tous ici, de retour sous un même toit. Les architectes de l'emprisonnement de Drew, les bénéficiaires de son silence. Je me suis rendu à la chambre d'amis. Drew avait déjà bougé, reculé dans son lit avant que Monica n'entre dans le couloir. Smart kid, plus intelligent que tous combinés. Je me suis agenouillé à ses côtés et j'ai chuchoté, ils ne savent pas encore, mais ils sont suspects. Nous gardons le plan. Il hocha la tête, les yeux écarquillés, mais stable. Du couloir, la voix de Gérald a explosé. La maison se sent mal. Céleste a suivi, une fausse préoccupation coulant de son ton. Je savais que nous n'aurions jamais dû le laisser seul avec Graham. Il était toujours émotif. Tessa rit. Il a probablement nourri Drew d'Orito et des histoires au coucher. Ils n'étaient pas inquiets pour la santé de Drew. Ils étaient inquiets de leur contrôle. Monica est revenue quelques minutes plus tard, sa voix attachée alors qu'elle me convoquait à la cuisine. J'ai trouvé les trois assis autour de l'île de marbre massive comme s'ils tenaient la cour. Graham, a dit Gérald, ne levant pas les yeux. Une raison pour laquelle les capteurs de mouvement extérieur journalisent l'activité à 3 heures mardi? Nous avons eu un raton laveur. J'ai supprimé les images pour éviter de paniquer Drew. Monica renifla. Vous n'êtes pas autorisé à supprimer des images. Je ne savais pas que j'avais besoin d'un permis pour toucher ma propre tablette. Gérald leva les yeux. Nous n'aimons pas les surprises, Graham. Non, j'ai dit que vous préfériez les routines qui ressemblent à l'amour mais qui ressentent du poison. Céleste plissa les mains. Sourire en plastique. Chérie, tu sembles tendue. Je l'ai ignoré. Pourquoi, tu reviens vraiment tôt? Ils n'ont pas répondu, ce qui signifiait que j'avais raison. Ils étaient effrayés. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par quoi, mais ils ont senti quelque chose qui change, quelque chose se glissant de leur portée. Et ils avaient raison de s'inquiéter. Je l'ai joué cool pour le reste de la nuit. Dis toutes les bonnes choses, souris, hocha la tête, gardez pour moi. Mais chaque fois que je les regardais, tout ce que j'ai vu était la machine qu'ils avaient construite, les caméras, les pilules,
la manipulation et le garçon qu'ils avaient presque effacé. Plus maintenant. Drew était éveillé maintenant, conscient et vivant. Et le matin, il ne pourrait pas le voir. La maison était trop calme pour le matin. Pas de café, pas de vaisselle qui ne tire, pas de voix qui coupe l'air immobile avec de fausses plaisanteries, juste du silence, épais et mal à l'aise, s'étendant sur les sols en marbre comme le brouillard. Je me tenais au pied des escaliers, regardant le couloir où la chambre Drew était assise au loin. Sa porte était fermée, mais je savais qu'il était éveillé. Nous en avions parlé la veille de ce que serait aujourd'hui. Ça devait être aujourd'hui. Les fichiers avaient été téléchargés. Miles avait l'affidavit. L'enquêteur du CPS était en veille. Et ce matin, Drew parlait. Pas pour moi, à eux. J'ai entendu des pas provenant de la direction opposée. Le doux mélange de pantoufles. Céleste est apparue en premier, enveloppée dans sa robe de soie, des sourcils déjà sillonnés comme si elle se préparait pour une insulte imaginée. Ensuite, Gérald, vêtu d'un survêtement de la marine qui a probablement coûté plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Monica traînait derrière, les cheveux encore humides d'une douche, l'expression illisible. Nous avons tous convergé dans la salle à manger sans parler comme des acteurs arrivant pour une pièce qu'aucun de nous n'a répétée. Je me suis versé une tasse de café et j'ai attendu. Drew est apparu 10 minutes plus tard. Il marchait, non mélangé, non traîné, pas s'accrocher au mur pour l'équilibre. Il a marché seul dans la salle à manger. Céleste l'a vu en premier. Son visage allait immobile, puis pâle. La tasse dans sa main a fait une légèreté très légèrement, et le café a frappé la jantée sur sa robe. Elle n'a pas remarqué. Tessa est entrée dans la pièce depuis la porte du patio, des lunettes de soleil toujours allumées. Elle se figea au milieu, la porte suspendue derrière elle. Drew se tenait à la tête de la table et les regarda directement. Bonjour. Le son était petit, calme, mais indubitable. Mots clairs, calme, croustillant. La mâchoire de Monica a chuté. Céleste halta. Gérald laissa échapper une malédiction murmurée, et je me suis avancé, mais Drew n'a pas tressailli. Il ne m'a pas regardé. Il garda les yeux enfermés sur eux. Je ne suis pas malade, a-t-il dit plus fort maintenant. Je ne suis pas allé depuis longtemps. La voix de Monica a craqué en premier. Graham, qu'as-tu fait? Je me suis tourné vers elle lentement et délibéré. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté de mentir. C'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté d'écraser des pilules dans sa nourriture. J'ai arrêté de prétendre qu'un garçon en bonne santé était brisé. J'ai arrêté de jouer avec le spectacle d'horreur que vous avez tous construit autour de lui. Vous avez drogué un enfant en bonne santé pendant 5 ans pour voler son argent, j'ai dit, la voix calme. Est-ce que je suis ouvert sur le dossier et je mets les documents? D'art du papier au papier. Je serais enfermé pour toujours. Vous lui avez dit. Vous avez dit que des gens comme moi ne peuvent pas faire de choix. Que je sois mieux silencieux. Tu es un enfant. Tessa claqua, la voix tremblant. Vous ne comprenez pas les complexités. Je comprends assez. Drew a répondu. Je comprends que tu m'as fait disparaître. Et maintenant je suis de retour. Le silence était différent maintenant. Pas de confusion, pas de peur. C'était la panique. Le genre qui vit chez les gens qui ont tout à perdre et se rendent compte qu'ils pourraient bien. Le déjeuner de Monica pour le dossier, mais je lui ai attrapé le poignet. Je ne le fais pas, averti. Vous pensez que vous pouvez nous exposer? Gérald aboya. Vous serez enterré dans un litige avant de pouvoir cligner des yeux. Vous n'avez aucune idée de ce que vous jouez. Tu penses que je fais ça seul? J'ai répondu, nous avons des copies de tout. Des sauvegardes légales, des déclarations de témoins et en moins de 15 minutes, CPS et un enquêteur de la police se tiendront sur votre porche. La main de Monica est tombée sur ses côtés. Son visage était pâle maintenant, pas avec culpabilité, mais calcul. Elle scrutait une issue. Il n'y en avait pas. Drew s'est assis à la table, juste dans le siège qu'ils avaient l'habitude de le soutenir comme un mannequin. Il avait l'air petit et jeune dedans, mais il n'avait plus peur. Pourquoi m'as-tu tellement détesté? Demanda-t-il soudain en regardant Céleste. Elle cligna des yeux. Je ne te déteste pas. Vous m'avez appelé un reçu de don de marche dans un texte. Il a dit, vous avez dit que j'étais votre billet pour la sympathie éternelle. Tu as tous fait. Céleste a coulé dents.
Une chaise. Je suis juste un enfant, murmura Drew. Et tout ce que j'ai toujours voulu, c'était être vu. Personne ne parlait. Pas Gérald, pas Tessa, pas même Monica. Parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Puis la sonnette a sonné. 3 carillons rapides. Miles était arrivé comme il l'a dit. Avec 2 officiers et un agent de protection de l'enfance, des paquets juridiques en main. Au moment où leurs badges ont clignoté, toute la maison s'est inclinée. La réalité craquait. La voix en plein essor de Gérald est devenue un balbutiement. Tessa s'est éloignée de la table à manger comme si c'était radioactif. Monica m'a regardé comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Peut-être qu'elle ne l'avait pas fait. Il s'agit d'une affaire privée, aboya Gérald. Non, a dit calmement l'officier principal. Ce n'est pas le cas, monsieur, dit-lui, vous avez déposé un rapport soutenu par des conseils juridiques et des preuves de l'État. Sur la base de ce qui a été présenté, nous exécutons une ordonnance de renvoi du bien-être d'urgence pour Drew Monroe et saisissant toute la documentation pertinente pour cette enquête. Vous ne pouvez pas le prendre, a déclaré Monica, debout maintenant. C'est de la famille. Exactement, dis-je. Et c'est le problème. Drew se leva et se dirigea vers moi. Je me suis agenouillé, j'ai enroulé un bras autour de son épaule et j'ai chuchoté, ça va maintenant. Et pour la première fois en 5 ans, il l'a cru. Parce que cette fois, il n'avait pas à chuchoter pour être entendu. Il se tenait dans une pièce pleine de gens qui l'ont fait taire. Et il était plus fort que tous. Ils ont essayé de protester, bien sûr. Monica a pleuré. Céleste s'est évanouie dans une chaise en velours. Gérald a demandé à parler au commissaire, et Tessa a crié quelque chose sur la trahison, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Les policiers ont recueilli les preuves. L'agent CPS a parlé à Drew avec gentillesse dans sa voix. Miles est resté calme, professionnel, chirurgical, et je n'ai jamais lâché la main de Drew parce que la pire partie était terminée. Il avait parlé. Et il n'oublierait jamais le son. Cela fait 3 mois depuis ce matin que Drew s'est levé, est entré dans la salle à manger et a brisé l'illusion qu'il avait gardée en cache pendant près de la moitié de sa vie. 3 mois depuis qu'il a regardé dans les yeux des gens qui prétendaient l'aimer et ont osé dire la vérité dont il ne pensait jamais qu'il se souviendrait, encore moins dire à haute voix. Il vit avec moi maintenant temporairement, selon l'État, mais tous les jours, c'est plus permanent. Nous travaillons avec Miles et un défenseur de l'enfant pour assurer la pleine tutelle. Sa chambre chez moi n'a rien à voir avec le musée stérile dans lequel ils l'ont gardé au manoir de Gérald. C'est désordonné, fort, vivant. Bande dessinée sur le sol. Une lampe de lave qui change les couleurs toutes les quelques secondes. Des affiches de choses qu'il n'a jamais pu regarder auparavant. Montre l'espace, les héros, les dragons. Il est autorisé à vouloir des choses maintenant, à ressentir des choses, à prendre de la place. La plupart des matins, je me réveille devant lui et je prépare le petit déjeuner. Réel petit déjeuner, pas les chèques nutritifs approuvés contrôlés. Ils insistent sur les œufs, le toast, parfois les crêpes si j'ai l'énergie. Quand il se traîne enfin dans la cuisine, ses cheveux se collant d'un côté, il dit toujours la même chose. Est-ce bizarre, je suis excité par le toast? Ce n'est jamais. Il a recommencé l'école il y a quelques semaines, en 3e année techniquement, mais il rattrape rapidement. Il était nerveux au début. Terrifié, vraiment. Nous avons pratiqué 5 fois à la porte d'entrée du bâtiment avant le premier jour, mais quand nous sommes arrivés, il m'a serré la main et a chuchoté, « Vous n'avez pas à venir avec moi. » Et puis il est allé seul comme n'importe quel autre enfant. Le professeur m'a envoyé un email ce soir-là, a déclaré Drew Reed à haute voix dans un livre sur les volcans et a aidé un autre élève à comprendre un problème mathématique. Elle a dit qu'il était calme au début, puis a commencé à sourire. Par déjeuner, il s'était fait 2 amis. Ils ont passé des notes sur un jeu vidéo qu'aucun d'eux n'a été autorisé à jouer. Cette nuit-là, il est rentré à la maison et a dit, « Je pense que je veux rejoindre le Science Club », et j'ai failli tomber en train de l'entendre. L'affaire judiciaire est toujours en mouvement. Gérald et Céleste sont tous deux confrontés à des accusations, fraude, mise en danger des enfants, violence médicale, entre autres. Tessa a tenté de déposer une requête en garde à vue, mais le tribunal l'a rejetée avant qu'il ne frappe une audience. Monica. Elle a plaidé l'ignorance, a affirmé qu'elle ne connaissait pas toute l'étendue de ce qui se passait, mais son nom était dans trop de documents. Son silence trop fort. Elle est nommée dans le costume civil et nous attendons que la découverte commence.
Nous ne nous attendons pas à des excuses. Nous nous attendons à la responsabilité. Certaines nuits, Drew se réveille encore en tremblant. Il viendra dans ma chambre, rampera dans le lit à côté de moi sans un mot, et allongera là. Je ne demande jamais ce qu'il a rêvé. Je le laisse juste rester. Laissez-le ressentir à quoi ressemble une pièce sûre. Mais la plupart des matins, il se réveille en souriant. Il a recommencé à tenir un journal, pas un caché derrière les cloisons sèches ou enterré dans une boîte à jouets. Un vrai avec une serrure et son nom et des lettres audacieuses sur la couverture. Il écrit tous les soirs avant de se coucher. Parfois, il partage, parfois il ne le fait pas. Mais une fois la semaine dernière, il l'a laissé ouvert sur son bureau. Une ligne est restée avec moi. Être vu est mieux que d'être sauvé. Je n'ai pas touché le livre. Je viens de le fermer doucement et j'ai éteint la lampe. Aujourd'hui, je l'ai déposé à l'école comme je le fais toujours. Il a sauté de la voiture et s'est retourné avant de se diriger vers les portes. Merci, a-t-il dit, de m'avoir vu quand personne d'autre ne l'a fait. Puis il s'est enfui, son sac à dos rebondissant, son rire résonnant sur le trottoir. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne l'avais pas simplement aidé à trouver la liberté. Il m'a aidé à trouver un but. Parce que dans un monde où tant de gens parlent des sans-voix, il suffit d'une personne pour écouter, une personne à croire. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour tout changer.